Des livres plein les oreilles. Salut les amis, c'est Clotilde Sey. Si vous êtes des romantiques, des contemplatifs, des êtres résolument tournés vers la langueur, vers les choses artistiques, si vous aimez le fleuve aussi, ses fruits, oui bien sûr, ses bruits, ses frémissements, ses dangers, ses surprises, ses lumières, eh bien, soyez heureux parce que je vous offre cette semaine un hommage au fleuve avec en première partie de l'émission des noms que vous connaissez bien et que vous appréciez, ceux de Sylvie Drapeau, Hélène Dorion, et puis un drôle de trublion que vous allez découvrir qui s'appelle Philibert Oum. En seconde partie, hommage à la littérature cubaine, à ses auteurs et à la Havane en particulier, et enfin, deux livres dont j'avais très envie de vous parler depuis vraiment très longtemps, deux vies, deux pianistes, celle d'un juif polonais qui traverse la guerre et celle de Novecento. Le premier livre qui me vient à l'esprit lorsque j'évoque le fleuve, c'est le livre numéro 1 de la tétralogie de Sylvie Drapeau, comédienne mais aussi autrice, née à Bécomo. Le fleuve, elle le connaît, le fleuve c'est le titre de son tome 1. Le fleuve, personnage central, magnifique. Impitoyable aussi, qui va venir bouleverser le présent d'une fratrie, d'une meute, comme elle l'appelle, d'une famille. 4 deuils qui sont à l'origine de ces 4 livres, courts livres, que sont Le fleuve en 2015, Le ciel en 2017, L'enfer en 2018, La terre en 2019. Il existe même aujourd'hui un coffret de ces 4 titres de Sylvie Drapeau. 4 titres qui ont quelque chose d'indissociable à sa vie et aussi dans notre vie de lecteur, parce que vous ne pourrez plus vous en passer de cette tétralogie-là. En audio, c'est elle-même Sylvie Drapeau qui les a enregistrés et vous pouvez les trouver dans la collection de livres audio proposée par Radio-Canada Audio. C'est d'une grande beauté. C'est un livre qui sent le varech, les fruits rouges, l'air salin, la vie qui s'offre à une meute d'enfants sous les traits d'une nature sauvage et aventureuse, une nature où ils tentent de désobéir. Une autobiographie donc racontée par la petite fille de 5 ans. Vous pouvez imaginer le cadeau que nous fait Sylvie Drapeau en lisant elle-même Le fleuve. C'est dans toute cette lumière qu'en ce jour de marée basse, toi en tête, nous avons désobéi et sommes allés jusque là où c'est interdit, jusqu'à l'eau toute sombre au loin quand elle se retire, quand elle glisse de la plage vers le sud des cousins. Le fleuve obéit à la lune, sa mère. La nôtre, notre mère, est seule avec nous aujourd'hui. Le père est au loin. Nous promettons de rester sur le sable, de ne pas aller à l'eau, sans elle. Le temps qu'elle change la couche du bébé, qu'elle le nourrisse sur la couverture à carreaux. Après que nous ayons bien promis, la meute, transformée en volée d'oiseaux marins, plane au-dessus du lit du fleuve, dégagé par la marée basse. Quelle joie, quelle liberté! Comme il est grisant d'appartenir au vent, de ne faire qu'un avec lui, d'être le vent. Puis, au terme d'une longue course, il nous apparaît, lui, le Saint-Laurent, différent, comme nous ne l'avons jamais vu. Jamais nous ne sommes allés si loin. Comme il est étrange à marée basse, étrange et attirant. Lorsque le fleuve s'est retiré au loin comme ça, il en faut du temps pour traverser le fond sombre et glaiseux, avec ses vaguelettes de sable ferme qui font si mal à l'arche des pieds. Pour se rendre jusqu'à lui, il faut marcher si longtemps. Nous nous disons, avec nos petits pieds libres des souliers, on marche au fond du fleuve. Il est comme ça le fond quand il n'y a pas toute l'eau au-dessus pour faire tenir les bateaux.
Nous ne pouvons plus courir aussi vite, alors nous vagabondons un peu et nous faisons des découvertes merveilleuses d'algues et de rochers, de coquillages rares et de petites bêtes perdues, les malchanceuses qui se sont fait attraper par la descente rapide de l'eau et qui risquent la déshydratation ultime. Nous ne savons pas que l'eau a déjà commencé son mouvement vers la côte. Ça commence si doucement, le retour, imperceptiblement. Et puis nous ne savons pas encore que nous allons désobéir et toucher à cette eau interdite, l'eau du large. Puis cela se fait très rapidement sans que nous puissions nous en rendre compte, trop occupés à jouer dans les petites flaques. Nous avançons toujours un peu plus vers l'eau sombre balayée par le vent. C'est plus fort que nous. Et puis toi, évidemment, tu t'es beaucoup avancé vers le large, si large et si sombre, terriblement opaque. Une des grandes crie qu'il faut revenir vers la grève. Mais déjà, tout a changé. De grandes étendues d'eau se sont formées pendant que nous jouions. Te voilà qui revient de si loin. Tu as sauté à l'eau dans un grand cri de joie féroce, sans savoir à quel point elle avait changé de l'intérieur. Tu as été surpris par la profondeur sous tes pieds. Cette flaque était donc devenue abîme. Soudain, tu disparais. Puis tu remontes à la surface et disparais encore. Remonte et t'enfonces de nouveau. Tu te débats, puis tu te fonds à l'ombre horrible, aspiré par elle. Lorsqu'on marche longtemps à marée basse du fleuve, ou même si on court, à un moment on arrive à l'eau, mais elle est si profonde tout à coup. Il faudrait le dire à tout le monde, il faudrait le dire dans les livres, à la télé, à la radio. Il faudrait installer des pancartes lorsqu'on arrive à la plage, comme on le fait pour les requins chez les Américains. Elle peut être si profonde, l'eau, sans avertissement. Oh, notre frère! Tu n'as plus refait surface. C'est-à-dire que d'abord, ton corps montait puis descendait, les yeux exorbités, le souffle en appel, la panique dans chaque parcelle de toi. Comme avalé par un tourbillon, tu émergeais de nouveau puis disparaissais encore. Trop vite, ça va trop vite. Une éternité pourtant, tatouée sur la pupille de nos yeux, à jamais, jusqu'au moment de ne plus sortir du tout. Et c'est la fin du monde pour des enfants. Imagine pour des parents. Maman, papa, on est trop petits pour être des héros. Notre frère, pardon. Personne ne sait nager. Pardon, on n'a rien su faire. Pardon. Comment ne pas détester notre impuissance? Comment se fait-il qu'elle ne nous ait pas désintégrés? Comment se fait-il que nous ayons survécu? Et qu'est-ce qu'on peut bien dire d'autre que la vérité? Il est magnifique, le fleuve, mais il peut être tellement terrible comme dans ce livre, le premier de la tétralogie de Sylvie Drapeau, Le fleuve, lu par elle-même. Je ne saurais trop vous recommander d'écouter ces 4 petites plaquettes-là. Le fleuve, le ciel, la terre, l'enfer, c'est absolument extraordinaire. Et bien là, l'extrait que vous venez d'entendre, je pense, en témoigne. On va rester près du fleuve Saint-Laurent avec Pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion, et c'est lu par elle-même. Petite plaquette aussi. C'est très court à écouter, à peine 3 heures. C'est un livre qui a en commun avec le précédent de raconter un pan d'histoire familiale, une histoire très présente au cœur de ses autrices. Alors, il y a évidemment chez Hélène Dorion toute la poésie qu'on lui connaît dans ce récit dont l'action se passe dans la région de Rimouski, sur les bords de ce fleuve, encore une fois, qui peut être maléfique tout autant que grandiose. Elle remonte le fleuve, elle remonte le temps, au fil des ans et des kilomètres. Elle tisse ainsi les trames de quelques tragédies individuelles ou collectives qui vont laisser place à des souvenirs de ceux dont on fait les livres. C'est lu par Hélène Dorion elle-même, extrait de Pas même le bruit d'un fleuve.
j'ai commencé à écrire mon roman, je suis partie d'un fait réel, en fait. Ma mère a réellement perdu un fiancé alors qu'il était en voilier sur le fleuve Saint-Laurent et son voilier a été percuté par un pétrolier. Ça, c'était le fait de départ. Mais ma mère étant décédée et l'histoire familiale ayant fait en sorte que c'était toujours tenu secret et je dois dire que ça ne m'intéressait pas vraiment de savoir quelle était sa souffrance, en fait, parce que comme enfant, très souvent, on ne veut pas aller de ce côté-là. Nos parents, c'est notre père, notre mère, et on les confine à ce rôle-là. Et au décès de ma mère, là, elle est comme redevenue la femme qu'elle était, en dehors du rôle qu'elle jouait auprès de moi, donc une femme avec ses joies, avec son histoire, avec ses tourments, ses chagrins, dont ce chagrin qu'elle avait eu alors qu'elle était toute jeune. Alors c'est une histoire de naufrage intérieur bien sûr. À partir de là, Simone, évidemment, n'est pas ma mère, mais porte certains éléments de ma mère. Donc la narratrice, Anna, essaie de retrouver un peu le fil de son identité, de son histoire, et des catastrophes, des naufrages intérieurs qu'elle peut porter sans les connaître. Alors, à ce moment-là, j'ai déjà une histoire, mais l'autre histoire qui est venue s'y imbriquer, c'est celle de l'Empress of Ireland, qui est en fait, une des catastrophes maritimes les plus importantes du 20e siècle, voire la plus importante. Son histoire a été un peu effacée parce qu'il y a eu le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc, le naufrage a eu lieu en mai 1914. Quelques mois plus tard, la guerre était déclenchée, si bien qu'on a un peu, dans l'actualité, bien sûr, on a un peu effacé cette histoire qui a été quand même très importante. Mon roman se situe le long du fleuve Saint-Laurent, à partir de Montréal, où habite la narratrice Anna, Québec, et là, on remonte le Saint-Laurent jusqu'à Rimouski et Pointe-au-Père, là où a eu lieu le naufrage de l'Empress of Ireland. Mais je pense que le fleuve est vraiment un personnage dans mon roman. Kamouraska, 1949. Vivre, c'est suivre les traces de l'enfant qu'on a été. À cette hauteur du fleuve, l'horizon est sans rivage. On peut dire la mer. Ici, les tempêtes nous dérobent le ciel et parfois même nos rêves. Comme des arbres dont les branches sont d'inextricables enchevêtrements, poussent en emprisonnant d'autres arbres, chaque histoire se ferait un chemin entre la vie et la mort. On n'en devine jamais toutes les racines et les points de vacillement qui font qu'elle casse. Ou bien elle ne casse pas et se rapproche des étoiles qui l'éclairent légèrement. Nous ne sommes pas très différents de ces forêts clairsemées d'arbres hauts, semblables à des amas d'ossements qui défient le ciel, mais peuvent d'un moment à l'autre se disloquer. Nos racines courent sous le sol, invisibles, impossibles à déterrer toutes. On peut essayer d'en arracher une, espérer qu'elle nous mènera vers une autre qu'on pourra dégager, elle aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on perçoive un sens à cette histoire qu'on appelle notre vie. Simone s'avance sans hésiter dans l'eau glacée. Elle sait qu'il n'y a pas de seuil. On n'y pénètre que brutalement. Ses pieds s'enfoncent dans le sable froid. Elle affronte les premières vagues et avance encore, jusqu'à ce que l'eau atteigne ses hanches. Alors, elle plonge. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle émerge à la surface pour respirer. Combien de temps dure une nuit, se demande-t-elle en se laissant glisser dans l'eau sombre. Rien ne fait peur à ceux qui ont tout perdu. La mer devient une cage d'obscurité. Mais Simone ne craint ni le froid, ni le noir qui durera peut-être. Bientôt, ses mains toucheront les algues et la boue. Elle descend encore et croit retrouver le tableau accroché dans le salon de la maison familiale qu'elle regarde si souvent.
Pas même le bruit d'un fleuve de et par Hélène Dorion. Écoutez, vous l'avez entendu, hein, tout en finesse, tout en poésie, celle d'Hélène Dorion que nous connaissons bien, que j'aurai un jour à l'émission. Ça a failli une fois ou deux, et puis à chaque fois il est arrivé quelque chose, une grippe, un certain Covid, ou enfin bon, vous voyez le truc, quoi. Mais un jour Hélène Dorion viendra en studio, je vous le promets. Alors on change complètement non pas de sujet, mais on quitte le Québec, on s'en va en France, sur la Seine, qui est un autre fleuve. Bon, la taille n'est pas la même, vous me direz, mais c'est un fleuve quand même. Ce livre dont je vais vous parler maintenant s'appelle Roman fleuve. Il est signé Philibert Houm, ou Homme, H-U-2-M. Il est lu par Philibert Houm. Un livre d'à peu près 5 heures de temps, 5h20. À l'écoute, c'est, mine de rien, un livre qui a reçu le prix Interallié en 2022. Alors là, je n'en ai aucun souvenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup ri en écoutant l'extrait que vous allez entendre aussi. C'est un livre, ce roman fleuve, complètement loufoque, à l'écriture irrésistible de Philibert Houm, qui fait aussi la lecture de ce récit de pseudo-aventure, non pas sur le Mississippi, mais sur la plus que calme Seine, de Paris jusqu'à son embouchure au Havre. Alors, dans Marianne, on écrivait en novembre 2022 « Épopée de poche à l'humour permanent, autodérision en prime, écrit d'une main alerte et légèrement sarcastique. Voici un livre absolument nécessaire en ces temps où la littérature est trop souvent contemplation morose de son nombril. » Un petit avant-goût de l'humour du bouquin au sujet des Philibert. Philibert écrit « Ouais, c'est vrai, les Philibert célèbres ne courent pas les rues de nos jours. On peut penser que ça n'ira pas en s'arrangeant. En France, où ils vivent pour la plupart, l'âge moyen des Philibert est de 69 ans. Ainsi, 2 Philibert sur 3 aussi souffrent de la prostate. Si cette dynamique ne s'inverse pas rapidement, il se pourrait que nous disparaissions de la surface du globe d'ici 30 ou 40 ans, avant même la calotte polaire ou le panda roux. » Évidemment, personne n'en parle. Il y a encore cet autre extrait. Je m'efforce de décrire cet épisode avec détachement, sans lyrisme excessif. Mais son évocation me glace encore le sang. Voir d'un coup, d'un seul, mes hommes basculer dans les eaux noires est un souvenir franchement pénible. Nos affaires s'éparpillèrent en surface. D'autres coulèrent à pic. L'une de mes sandalettes fut immédiatement aspirée par le fond. Je sauvai l'autre de justesse, mais à quoi sert une sandalette orpheline ? Allez, on plonge, c'est le cas de le dire, dans l'univers de Philibert Houm, ou Homme, H-U-2-M, né en 1991, un petit jeuneau donc, qui est journaliste, devinez où, à Paris Match. Extrait de Roman fleuve. À toutes les bizarreries qu'il est si facile d'éviter en n'allant jamais plus loin que Ville d'Avray. Alphonse Allais. Note de l'éditeur. Ce périple, 3 jeunes gens l'ont réellement entrepris, au mépris du danger, au péril de leur vie et malgré les supplications de leurs familles respectives. Ils l'ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la science et aussi un peu pour passer le temps. Il en résulte ce récit d'aventure avec de l'action à l'intérieur et aussi des temps calmes et du passé simple. Hormis 2 ou 3 passages inquiétants, le suspense y est supportable et l'œuvre reste accessible au public poitrinaire. À noter la présence de nombreux adverbes, 1 millier environ. Pour plus de commodité dans la lecture, des gravures ont été réalisées au burin par l'artiste Monsieur Arthur Capmas, médaille d'or du Salon des Beaux-Arts. L'éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne manquera pas d'instiller dans le cerveau vicié des nouvelles générations gavées d'écran et pourries à la moelle. Cette aventure a été réalisée par des professionnels, n'essayez pas de la reproduire chez vous. Chapitre 1. Typologie du genre humain, l'aventurier contre tout chacal. Il existe 2 catégories d'individus, ceux qui prennent des risques et ceux qui n'en prennent pas, les aventuriers et les autres. Me concernant, j'appartiens à la première catégorie. Les aventuriers vivent une vie trépidante et portent des gilets poches. Ils courent le monde, gravissent des sommets, tombent dans des crevasses, s'écorchent les genoux. Quand ils rentrent à la maison,
ils racontent leur aventure en enjolivant à peine. Parce que c'est bien joli de ficher le camp à 500 diables, si on ne peut en parler au retour, ça ne sert à rien. Quand l'entourage a suffisamment soupé du récit des aventures, il est temps de repartir. Telle est la destinée des aventuriers. C'est à ce prix seulement, qu'ils font rêver les enfants, dont 1 sur 10 000 environ deviendra aventurier à son tour. Les autres seront commissaires de police, fonctionnaires des postes, épiciers, assureurs, vendeurs de cigarettes électroniques, bid managers, scrum masters ou chief happiness officer, comme tout un chacun. On entoure les aventuriers d'un certain prestige, et c'est pourquoi les autres, c'est-à-dire les individus non aventuriers, ne les aiment pas beaucoup. Ils disent que les aventuriers se vantent. Nous ne nous vantons pas. Nous enchantons le monde en l'honorant de notre visite et portons à la connaissance d'autrui le merveilleux des confins par le récit époustouflant de nos folles tribulations. Aussi, il arrive que nous passions à la télévision. Sur des plateaux climatisés, devant des animateurs aux dents trop blanches pour être honnêtes, nous célébrons les joies de la vie au grand air. À ces fins, j'ai moi-même entrepris d'étaler sur 270 pages, au passé simple et à l'imparfait, le récit de mon aventure. Les événements que je m'apprête à raconter se sont déroulés comme suit, il y a quelques années de cela. Je dis quelques années par effet de style, mais je sais fort bien qu'ils eurent lieu à l'été 2018. J'avais 26 ans, et laisserai dire, si ça vous amuse, que c'est le plus bel âge de la vie. C'était l'été, donc, un été de canicule. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il faisait chaud. Un matin, c'était un lundi, je crois, je longeais les quais de Seine pour me rendre dans une boutique de modélisme ferroviaire quand soudain me vint cette réflexion. Que d'eau, que d'eau! Puis, je pensais à autre chose, mon esprit est si libre. Un quart d'heure plus tard, j'y revins. Vraiment, ça en fait de l'eau, et qui coule jour et nuit. D'où vient cette eau? Où va-t-elle? Sans doute à la mer. Comme il serait plaisant d'aller le vérifier, d'en descendre le cours jusqu'à l'estuaire. Cela ferait une sacrée aventure, n'est-ce pas? Personne ne répondit, car j'étais seul. En ce temps-là, je débutais dans le métier d'aventurier professionnel. J'en étais encore à croire qu'il me faudrait cueillir des baies sur la rive et vivre du produit de la pêche. Je m'imaginais chasseur-cueilleur, glaneur, baroudeur à la mode d'autrefois. De nos jours, les aventuriers ne traquent plus le gibier pour manger, ni ne se nourrissent de racines. Comme tout le monde, nous scannons sous blister aux caisses automatiques. Qui va à la chasse perd sa place, qui va chez Auchan la reprend. Je commençais par m'attacher les services d'un autre aventurier. Partir à l'aventure seul est une entreprise hasardeuse. On n'est jamais trop de deux s'il arrive un malheur. Et puis ça fait le temps moins long. Et puis on se sent moins seul. C'est vrai que ça change un peu de la littérature nombriliste auquel les écrivains nous habituent souvent, mais il faut le dire de fort belle manière quand même. Alors c'était un extrait de Roman Fleuve de Philibert Homme lu par lui-même, donc ça existe aussi en livre audio. Il suffit de faire livre audio, Roman Fleuve et vous tombez dessus. La Rivière Espérance est une série signée Christian Signol, le tome 2. En fait, non, La Rivière Espérance est le tome 2 de la série qui s'appelle Le Royaume du Fleuve. Dans ce tome 2, on retrouve, semble-t-il, Marie, qui était l'héroïne du premier tome. Cette héroïne qui prend plus d'ampleur dans cette suite, la Belle du Périgord, ainsi sera-t-elle surnommée, qui s'affirme à l'égal des grandes figures littéraires de femmes et qui annonce un certain féminisme. En effet, quoiqu'elle ne devienne maître de bateau que par nécessité économique, son époux Benjamin a été déporté en Algérie, elle rêvait depuis longtemps déjà d'embrasser le destin de ceux qui partaient sur la rivière. Affronter les dangers des flots comme les hommes, plutôt que souffrir dans l'attente du retour près du foyer comme les femmes. Telle est la volonté de Marie, cette héroïne moderne qui n'attend pas d'un homme qui lui sauve la vie. Je situe l'extrait au début du livre, alors qu'il est impensable à ce moment-là qu'une femme puisse devenir capitaine d'un bateau. C'était une lumière de premier jour du monde. Elle déferlait en vagues sur le fleuve qui miroitait comme une mer polaire. Depuis 2 jours, le vent lustrait le ciel qui semblait sur le point de se briser.
Debout à l'arrière du bateau, Benjamin Donadieu se tourna vers tribord. Le soleil venait de surgir au-dessus des collines, où le printemps allumait çà et là des îlots de verdure. Il faisait froid. La Gabarre, que le jusant entraînait à vive allure, arrivait sous le tertre de Fronzac, un coteau aux lignes douces, dominé par un château en ruine. Sous le tertre, le fleuve mesurait plus d'1 kilomètre de large. Ses eaux de mica palpitaient avec un clapotis régulier, où de grands oiseaux blancs s'abattaient violemment, comme foudroyés par la lumière. Maintenant d'un bras le gouvernail, Benjamin ferma un instant les yeux pour laisser s'estomper la douleur. Il ne se souvenait pas d'avoir descendu la Dordogne par un matin pareil. Cela faisait pourtant 5 ans qu'il naviguait jusqu'à Bordeaux par le bec d'Ambès et la Garonne. 5 ans, et malgré tout, il ressentait toujours l'impression de descendre pour la première fois. Il aimait follement cette sensation de grand large qui l'assaillait toujours passé Libourne et lui rappelait les voyages lointains qu'il avait effectués pendant son temps dans la marine. Ces 5 ans si vite passés avaient à peine estompé les souvenirs violents de sa jeunesse. Mais la naissance de son fils Aubin, en 1844, l'avait en quelque sorte pacifié. Il prenait désormais moins de risques sur son bateau, songeant très souvent à ce fils, qui aujourd'hui âgé de 4 ans suivait Marie à l'école de Souillac, où elle apprenait à lire et à écrire aux enfants que lui confiait l'abbé. Si au début Marie s'était passionnée pour cette tâche, elle ne s'en satisfaisait plus aujourd'hui, car elle estimait qu'ils étaient trop souvent séparés et manifestait le désir d'accompagner Benjamin. « Tu n'y penses pas, protestait-il. A-t-on jamais vu une femme sur un bateau ? Je serai donc la première. Et tu vivras parmi les matelots, dans les auberges ? Je resterai sur le bateau. Même la nuit ? Même la nuit. » Elle avait réponse à tout, et Benjamin s'en irritait, ne comprenant pas pourquoi elle ne se contentait pas de la vie que menaient les autres femmes sur le port. Il songeait qu'un 2e enfant l'eût probablement détourné de ce projet déraisonnable, mais la grossesse qu'il espérait se faisait attendre, et les discussions devenaient parfois vives quand il rentrait au port. Voilà, extrait de La rivière Espérance, tome 2, Le royaume du fleuve de Christian Signol. J'avais omis de vous dire que c'était lu par Yves Mugler. C'est ce qui met un terme à ce thème que j'avais choisi pour vous cette semaine, le thème du fleuve. Restez des nôtres. À l'émission de Livres plein les oreilles cette semaine, un petit clin d'œil à la littérature cubaine, à la littérature de la Havane et à son maître Leonardo Padura pour commencer, très connu, respecté à Cuba mais aussi dans le monde entier, né à la Havane en 1955, un homme qui, c'est à lui qu'on doit notamment L'homme qui aimait les chiens et Poussière dans le vent, et il fait beaucoup dans l'intrigue policière, mais au-delà de ces polars, on y retrouve beaucoup la société cubaine telle qu'elle existe encore de nos jours, dans ses excès, dans ses couleurs, dans ses manques, dans ses peurs, ses désirs d'évolution, ou encore dans les souhaits de départ des Cubains qui l'habitent. On dit d'ouragans tropicaux, dont on va entendre un extrait qu'il est le meilleur de Leonardo Padura, ouragan climatique, ouragan politique sur fond de venue d'Obama et des Rolling Stones à la Havane, ouragan criminel alors qu'un haut fonctionnaire de la culture responsable du musée d'artistes est assassiné. Ça se passe en 2026 et l'année 2026 n'est pas de tout repos à Cuba, et c'est à cette époque que se situent les multiples intrigues de ouragans tropicaux, dont voici un extrait lu par Daniel Joe Lobé. Quelque chose était en train d'arriver. Quelque chose qui désirait arriver. Et la Havane, petit à petit, arrêtait de ressembler à la Havane. Ou plutôt, rectifia le Condé, la ville commençait à se rapprocher de ce que pouvait avoir de mieux la Havane.
Cette cité envoûtante, aux parfums, lumière, ténèbres et pestilence extrême, l'endroit du monde où il était né et où il lui avait été donné d'habiter durant ses 60 et quelques années de résidence terrestre. On percevait comme une aura bénéfique palpable dans l'air. Peut-être un état de joie, d'espoir, une atmosphère de changement ou du moins de désir de changement, un besoin de retrouver la possibilité de rêver après tant de nuits d'insomnie. Après de longues années de pénurie croissante et de perte de perspective, les expectatives se mettaient à nouveau en mouvement. Des projets naissaient et les gens, tout épuisés qu'ils étaient, avaient envie de croire. N'avait pas trop d'efforts à faire pour constater les changements à l'œuvre tout autour de lui. À bord d'une Oldsmobile 1951, au moteur, à la peinture et à l'intérieur refait, devenu taxi sur le trajet entre son quartier périphérique et le Vedado, il suffisait au libraire d'écouter ses compagnons de voyage évoquer tout un tas de souhaits et de projets élaborés avec soin. Le plan du passager à tête de cheval avec des colliers de santeria autour du cou lui sembla technologiquement osé, puisqu'il se proposait de couper le toit de sa Chevrolet 1956 pour la transformer en décapotable et la louer à des touristes yankees. Ce sont ceux qui payent le mieux, assurait-il, et ils te refilent même d'énormes pourboires. Il trouva évidente la ténacité de la quadragénaire surmaquillée, qui commentait les bonnes affaires réalisées grâce à son dernier voyage au Panama pour importer des piles AAA, des strings calienticos, ceux qui laissent les 3/4 du cul à l'air, et des cartons de faux ongles chinois avec de petits dessins de ceux que portent toutes les filles aujourd'hui. Plus démoralisant, classique et réaliste, le projet du jeune ingénieur devenu barman dans un hôtel fréquenté par des étrangers, qui était en train d'amasser un petit capital pour émigrer en Espagne, parce que même s'il est vrai qu'en ce moment c'est pas mal, ça se cassera la gueule d'ici peu, comme toujours, affirmait-il, tout en demandant au passage à la quadragénaire si elle portait elle-même l'un de ses calienticos. Et la Vislarde lui répondait « Bah oui, rouge et avec de la dentelle ». En bonne fille de Chango, la divinité de la santeria. Et plus utopique, jusqu'où est arrivée l'utopie, lui sembla l'aspiration du chauffeur. Un noir avec des bras de docker qui, avec des billets de 5, 10 et 20 pesos, pliés en longueur et glissés selon leur montant entre les doigts de la main gauche, conduisait avec seulement la droite cette machine à remonter le temps, plus à sa place dans une BD de Dick Tracy que dans l'année 2016 où il vivait. Et le type avouait qu'il travaillait 12 heures par jour derrière ce volant, car l'Oldsmobile, en fait, appartenait à l'exploiteur capitaliste qui était son beau-frère, mais lui aspirait à s'en acheter une plus ou moins pareille, et alors, à lui la belle vie. Pourtant, dans les rues qu'il parcourait, où ondulaient déjà des drapeaux et se dressaient des panneaux annonçant l'imminent et historique congrès du parti, spécifier lequel est obsolète, et appelant déjà à la manifestation également historique du 1er mai, jour des travailleurs, Condé voyait pulluler des vieux aux sandales usées et au regard morne, à la recherche des misérables produits à la portée de leur retraite, de plus en plus réduite par les coûts stratosphériques de la vie. Des femmes aux embonpoints trompeurs, gavées de farine et de riz aux haricots noirs, moulées dans des lycras qui avaient du mal à contenir leur masse flasque saturée de mauvais cholestérol, en quête acharnée du pain quotidien. Des jeunes aux tonsures bizarres, aux regards furibonds, aux mimiques exagérées de fans de reggaeton vivant de ce qu'ils trouvaient. Les innombrables habitants de la ville qui n'avaient pas trouvé leur place dans la queue des rêves. Bref, Cuba, comme si vous y étiez dans ce livre de Leonardo Padura, Ouragans tropicaux. Cuba toujours avec Habana Business Club. Je vous le dis tout de suite, c'est un livre complètement farfelu, absolument impossible, allez-vous penser. Et pourtant, ceci est une histoire vraie. Celle de 3 Français à qui il est venu l'idée complètement grotesque et saugrenue de faire et de vendre du pain à Cuba.
Alors les voilà partis pour mettre sur pied la première entreprise française sur l'île de Fidel Castro à l'époque. Alors ce qui fait le charme du bouquin, oui, c'est la découverte de la réalité cubaine, de l'incompréhension totale dont cette île est victime dans tous les coins du monde, et puis surtout celle de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure en France, devant qui nos 4 abrutis d'entrepreneurs vont devoir répondre. Et que dire des interrogatoires de la police cubaine face à ces étrangers boulangers qui sont certains que c'est Castro lui-même qui leur a demandé de venir sur l'île. Vouloir s'installer à Cuba en amenant de la farine dans ses bagages, dans le fol espoir de nourrir les Cubains, du moins avec du pain, c'était pas gagné d'avance. Septembre 1994. 3 entrepreneurs français débarquent à La Havane. Dans leurs valises, 30 kilos de poudre blanche. La farine qui leur permettra de lancer Pain de Paris, la première chaîne de boulangerie française de l'histoire cubaine. Le début d'une aventure faite d'amitié, de business, de pouvoir, d'amour, de révolution et de viennoiserie. C'est cette histoire vraie qui a inspiré Habana Business Club. Direction Cuba maintenant pour se rendre compte à quel point l'économie du pays est... Cuba, abandonné par son principal soutien. Castro a annoncé de nouvelles concessions en matière d'économie. La France souhaite resserrer ses liens avec Cuba. La relation entre Cuba et France est marchande. Les patrons français qui ont souhaité rencontrer le leader Maximo apportent technologie capital. Les associés étrangers apportent leur expérience. Habana Business Club. Épisode 1. Paris, mars 2008. Bureau de la DGSE. Votre café est serré, sans sucre, si j'ai bien compris? Merci, madame. Commandant, je préfère. El Commandante Violette de Temperville. Ça sonne bien. Je dis El Commandante parce que je suis habitué un peu. Je sais, c'est bien pour ça que la DGSE a quelques questions à vous poser. J'ai déjà passé quelques heures au poste dans ma vie, mais c'est la première fois que je reçois une convocation de la DGSE. Je me demandais ce que vous me vouliez. Nous aimerions avoir quelques précisions sur votre long séjour à Cuba. Commençons par le début. Je lis dans votre dossier, je lis donc en août 94... Ah, parce que j'ai un dossier? Oui, je lis... Flatté? Je lis que c'est en août 94 que vous êtes revenu à Cuba après un séjour touristique, justement. C'était le bon moment. La spéciale période cubaine. Après l'effondrement de l'URSS, ils étaient bien mal les castristes. Plus de thunes, plus de grands frais en protection. Ils ont fait appel aux entreprises étrangères pour se renflouer. 94, c'était quand même tendu pour y faire du business, non? Vous avez raison, commandant. C'était très tendu, donc c'était le bon moment pour faire du business. Des milliers de Cubains dans la rue, le 5 août, protestent contre le régime et mettent la ville à sac. Vous y étiez? Non, j'étais encore à Marseille. Avec vos associés Bronski Venturi et Albert Orzabal. Oui. On regardait les événements à la télé, on pigeait pas tout, mais on sentait bien que Fidel Castro n'était pas content. Je me suis laissé dire qu'il voulait que son petit frère sorte les tanks. À la Russe, en somme. Ouais. C'est Cuba. Coco, mais pas soviète. Raoul a convaincu son frère de pas faire cette connerie. Et El Commandante a même fini par ouvrir les marchés. Une concession à sa révolution. Et vous vous êtes engouffré dans la brèche. Mes concurrents occidentaux avaient la frousse. Le peuple, ça fait toujours peur aux entrepreneurs. Pas à moi. Je suis entrepreneur, mais avant tout, je suis socialiste. Oui, je sais votre engagement au PS et votre proximité avec feu le président Mitterrand. C'est aussi dans votre dossier. Mais notez aussi que j'ai savouré des ortolans avec lui. Non, ça ne nous intéresse pas. Continuez, monsieur Villard, vous débarquez dans cette île, que des milliers de Cubains veulent fuir. Vous y faites quoi? Alors, avec Albert et Bronski, déjà, on était presque les seuls dans l'avion à destination de Cuba. Les images des milliers de manifestants dans les rues de La Havane avaient dissuadé les touristes. Pas nous. On avait décidé d'y construire une boulangerie. Une boulangerie? Pain de Paris. Ça claque, non? Ouais. Ça ne vous a pas empêché d'avoir quelques déconvenus. Ah, ça, c'est dans le dossier aussi. Bon, déjà, je connaissais rien à la boulangerie. C'est pour ça que j'avais Albert avec moi. Lui, il était boulanger. Et on ignorait surtout les méandres de l'administration castriste. Elle n'est pas facilement déchiffrable, je vous l'accorde. Et avec Bronski, mon vieux pote Coco, on a commis la pire des erreurs. Raisonner en affaires comme si on était en France. Ça avait commencé avec 2 baltringues là, des services cubains. Juan Giral et José Gomez.
Vous avez dans vos dossiers? Non, je ne les connais pas. Mais affranchissez-moi, monsieur Villard. La Havane, septembre 1994. Bureau du service des renseignements cubains. Je vous le répète, je suis ici par la volonté de Castro et je n'en sortirai que par la force du peuple. Le peuple est avec Castro, donc le peuple est avec moi. Le peuple veut du pain et je vais lui offrir du pain. Se hace beau, Juan. El señor Villar, il est habité. Tais-toi, José, tu me fatigues. C'est le jefe qui t'a demandé d'installer une boulangerie ici. Oh, j'adore Havana Business Club. C'est écrit par Tariq Noui et Yves Ramonet et c'est un multivoix, alors je vous nommerai pas tout le monde. Ah, on va changer de sujet complètement. Ce ne sont pas des nouveautés comme je le fais à la fin de chaque émission, mais bien 2 livres dont je voulais vous parler depuis très longtemps autour du thème du piano et des gens qui en jouent, 2 pianistes. D'abord, Le pianiste, l'histoire vraie de Władysław Szpilman, qui a été directeur de la radio nationale polonaise. Vous avez peut-être vu le film qui a été tiré de son histoire. Ce juif né à Varsovie qui a essayé de quitter la ville lorsque le ghetto juif s'est rebellé et que les Allemands ont été de véritables tortionnaires envers eux à ce moment-là. Et lui, après le bombardement du ghetto, il se réfugie dans les ruines. Pendant des mois et des mois, il ne mange pas, c'est ce qu'on va entendre, jusqu'au jour où il va rencontrer un Allemand dans ces ruines aussi. Et lui qui est pianiste, eh bien, il a beau être juif, ça va lui sauver la vie. Ça donne lieu à un livre absolument extraordinaire. C'était Adrian Brody qui jouait le rôle principal. Ça donne lieu aussi à un livre audio non moins extraordinaire qui est lu par Laurent Natrella. Ça va être précédé d'une chanson, du moins d'un extrait d'une chanson de Art Mango sur ce fameux pianiste qui va traverser cette nuit-là. La nuit ça me revient, je ne peux rien y faire. L'histoire du musicien qui traverse la guerre. Et je revois ses mains, ses phalanges livides qui continuent pour rien de jouer dans le vide. Ils sentirent avec obstination, ils sentirent sentir la raison. Et sentir cette lumière qui l'attire me donne des frissons. Je n'ai pas l'intention de vous faire quoi que ce soit, a répliqué l'officier en haussant les épaules. Eh bien, quel est votre métier ? Je suis pianiste. Il m'a observé avec une attention accrue, d'un air clairement soupçonneux, puis son regard a dérivé vers le reste de l'appartement. Il venait d'avoir une idée, apparemment. « Vous voulez bien venir avec moi ?» Nous sommes passés à côté, dans ce qui avait été la salle à manger, puis encore dans une autre pièce, où un piano se dressait contre l'un des murs. Il a pointé l'index sur l'instrument. Jouer quelque chose. Comment ? Monsieur l'officier ignorait-il que tous les SS des environs allaient arriver en courant dès qu'ils entendraient les premières notes ? Je l'ai dévisagé avec perplexité, sans bouger. Et il a dû percevoir mon embarras, puisqu'il a ajouté d'un ton rassurant. « Ne vous inquiétez pas, je vous assure. Si quelqu'un vient, vous irez vous cacher dans le garde-manger, et je dirai que c'est moi qui voulais l'essayer, ce piano. » Quand j'ai posé mes doigts sur le clavier, j'ai senti qu'il tremblait. Habitué que j'avais été à gagner ma vie en plaquant des accords, je devais donc la sauver maintenant de la même manière. Quel changement! Et ses doigts, agités de frissons, privés d'exercice depuis 2 ans et demi, raidis par le froid et la saleté, embarrassés par des ongles que je n'avais pu couper depuis l'incendie qui avait failli m'emporter. Pour ne rien arranger, l'instrument se trouvait dans une pièce dont les fenêtres avaient été brisées,
et les réactions de sa caisse imprégnées d'humidité seraient sans doute désastreuses. J'ai joué le nocturne en ut dièse mineur de Frédéric Chopin. Le son vitreux des cordes mal tendues s'est répandu dans l'appartement désert, est allé flotter sur les ruines de la villa d'en face pour revenir en échos étouffés d'une rare mélancolie. Lorsque j'ai terminé le morceau, le silence n'en a semblé que plus oppressant, irréel. Un chat solitaire s'est mis à miauler dans la rue. Puis, il y a eu un coup de feu en bas. Ce bruit agressif, sans appel, si typiquement allemand. L'officier me regardait sans rien dire. Au bout de quelques minutes, il a poussé un soupir avant de murmurer « En tout cas, vous ne devez pas rester ici. Je vais vous sortir de là, en dehors de Varsovie, dans un village, vous serez moins en danger. » J'ai secoué la tête lentement, mais avec fermeté. Non, je ne partirai pas. Je ne peux pas. À cette réponse, il a sursauté. Il venait enfin de comprendre pour quelle raison je me cachais parmi ces ruines visiblement. « Vous êtes juif ?» m'a-t-il demandé d'une voix oppressée. « Oui. »« Vous êtes allemand ?» Si je l'avais insulté, son visage n'aurait pas viré au rouge plus soudainement. Il était tellement mal à l'aise qu'il ne contenait plus sa voix lorsqu'il s'est écrié en retour. « Oui, oui, et honteux de l'être. » Ils sentirent avec obstination, ils sentirent sans dire la raison, et sentir cette lumière qui l'attire nous donne des frissons, nous donne des frissons. La nuit ça me revient, je ne peux rien y faire, l'histoire du musicien qui traverse la guerre. Le pianiste, extrait de la chanson d'Art Mango, c'est l'histoire du musicien qui traverse la guerre. C'était un film aussi de Roman Polanski, joué par Adrian Brody, je vous le disais, dans le rôle principal. Et c'est maintenant un livre audio. En fait, ce l'est depuis déjà 2020, mais depuis le temps que j'avais envie de vous en présenter un extrait de cette œuvre-là, moi qui me hante un petit peu comme Art Mango, apparemment. Un autre pianiste qui hante mon esprit, c'est Novecento, ce personnage créé par Alessandro Baricco, lu par Jacques Gamblin. Quel talent ce Gamblin-là. Ah là là. On est sur un paquebot. Et sur le piano d'un paquebot, un jour, gît un enfant abandonné par des migrants qui faisaient la traversée. Et ils sont la traversée de l'Atlantique, et ils sont recueillis par un machiniste qui l'élève sur ce navire sous le nom de Danny Budman T.D. Lemon Novecento. Alessandro Baricco fait vivre cet enfant qui ne descendra jamais plus du bateau. Il en deviendra le pianiste attitré, ainsi que l'ami du trompettiste, celui qui raconte cette histoire-là, celle d'un pianiste qui joue la musique de l'océan, la musique de l'océan qui résonne dans tous les ports dans lesquels Novecento ne descendra jamais. C'est à la fois une fable, une aventure, c'est très poétique, et tout ce qui émane de ce roman est absolument irrésistible, mes amis. Novecento, pianiste d'Alessandro Baricco, lu par la voix feutrée et l'intention tellement juste de Jacques Gamblin, un chef-d'œuvre, lu par un maître narrateur, et aussi un des premiers livres audio que j'ai entendu, honnêtement, et qui m'a donné la piqûre pour le livre audio et l'envie d'écouter ce livre et tellement d'autres par les oreilles. Voilà. Alors, extrait de Novecento, pianiste, Jacques Gamblin à la narration, à l'écriture Alessandro Baricco. L'océan s'est réveillé. L'océan a déraillé. L'eau explose dans le ciel. Elle explose. Elle dégringole, arrache les nuages au vent et les étoiles. Il est furieux, l'océan. Il se déchaîne. Mais jusqu'à quand? Personne ne sait. Un jour entier, ça finira par s'arrêter. Maman, ce truc-là, maman, tu me l'avais pas dit? Dors, mon enfant. C'est la berceuse de l'océan.
l'océan qui te berce. Tu parles qu'il me berce, il est furieux l'océan, partout, l'écume et le cauchemar. Il est fou l'océan, aussi loin qu'on peut voir. Tout est noir, de grands murs noirs qui déboulent. Et tous là, tous, la gueule ouverte, en attendant que ça s'arrête, qu'on coule à pic. Je veux pas, maman. Je veux l'eau qui repose, l'eau qui reflète. Arrête-moi, ces murailles absurdes, ces murailles d'eau qui dégringolent et tout ce bruit. Je reveux l'eau que tu connais. Je reveux la mer. Je ne voulais pas crever comme un rat, alors je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je ne savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'est des vraies villes flottantes, ces machins, sans blague. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type tout élégant, habillé de noir, et qui marchait tranquillement. Pas du tout l'air d'être perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice, sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Il avait 27 ans à l'époque, mais il paraissait plus âgé. Je le connaissais à peine, on avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Je ne savais même pas où était sa cabine. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit et il me dit « Bien ?» Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens », le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, c'était un peu différent. Je n'avais pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal et puis balloter de ci, de là, enfin surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds. On arrive près du piano. Enlève les cales. Le bateau dansait, que c'en était un plaisir. Tu tenais à peine debout et ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève-les. Il est fou, ce type, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici, me dit alors Novecento. Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal, et nous, derrière lui, avec Novecento qui jouait, sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs, et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même, et filait droit sur les baies vitrées. Puis, à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait, et nous avec. Moi, j'y comprenais rien. Et Novecento, lui, il jouait. Il continuait à jouer. C'était clair que ce piano, il se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez? Avec les touches, avec les notes, je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan, nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Oh. Novecento m'expliqua qu'il fallait encore le perfectionner, ce truc. Et je lui répondis qu'en fait, il s'agissait seulement d'enregistrer les freins. Quand la tempête fut terminée, le commandant nous dit
Nom d'un diable, tous les deux, vous descendez illico dans la salle des machines et vous y restez, sinon je vous tue de mes propres mains et que ce soit bien clair, vous paierez tout, jusqu'au dernier centime, même si vous devez travailler toute votre vie, aussi vrai que ce bateau s'appelle le Virginian et que vous êtes les deux plus grands imbéciles qui aient jamais traversé l'océan. Ah, que j'aime ça. Et je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois, mes amis, mais je ne m'en lasse jamais. Novecento, pianiste d'Alessandro Baricco, lu par Jacques Gamblin en livre audio, comme vous venez de l'entendre. C'est un plaisir incommensurable. Et c'est avec cela que je vais vous quitter cette semaine, non sans remercier Samuel qui était avec moi à la régie. Merci beaucoup, Sam. Et sans vous remercier aussi, en vous remerciant vous d'être là semaine après semaine. Parlez-en du livre audio. Le livre audio, surtout au Québec, a besoin de vous. Les narrateurs ont besoin de vos oreilles. Découvrez cette autre façon d'écouter des livres. Je suis Clotilde Sey et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Des livres plein les oreilles.